Le confinement a-t-il eu un impact sur la santé du couple? Justement, aujourd'hui, dans notre émission Café d'éveil, nous parlons du couple à l'épreuve du temps et des aléas de la vie. Nous allons vous livrer des outils incontournables pour enfin tenter de réconcilier Vénus et Mars. Si à l'heure actuelle, vous vivez des choses compliquées ou si vous vous sentez dans une impasse, c'est votre émission. Pour cela, votre humble serviteur, c'est-à-dire moi, José Bert, je suis business développeur digital, initiateur des clubs Fédéralitude pour la bienveillance et je serai accompagné dans cette émission de Madame Adeline Issembe qui est thérapeute énergéticienne. Adeline. Bonjour à tous. De mon côté, oui, thérapeute énergéticienne et j'accompagne les personnes désireuses de se remettre sur leur trajectoire de vie en conscience et dans l'abondance positive. Bonjour depuis Cannes. Très bien, Adeline. À côté, nous avons Catherine Maté. Elle est coach en développement personnel et professionnel. Catherine. Bonjour José, bonjour Adeline, bonjour à tous depuis Bruxelles où nous avons un grand soleil. Après ces présentations, posons maintenant le cœur sur la table pour prendre conscience, agir et devenir. N'oubliez pas d'activer la clochette pour vous abonner à notre canal et être ainsi informé, notifié des prochaines émissions. À tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que par couple, nous entendons ici un partenariat amoureux entre deux personnes vivant sous des régimes divers allant du concubinage ou union libre, du PACS, c'est-à-dire le pacte civil de solidarité, jusqu'au mariage civil, religieux ou coutumier. Il y a également diverses formes de partenariats amoureux selon les cultures. On peut citer les couples, mais il y a aussi les trouples, les polyamours, les polyandres, les polygames. Il y en a pour tout le monde. Mais dans tous les cas, quel que soit le régime légal ou la forme de partenariat, le but restera le même, bien vivre et être heureux ensemble. Revenons au couple. Je vais commencer par vous donner des statistiques d'octobre 2020 tirées du site justifite.fr. Elles parlent d'elles-mêmes. En France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Un mariage sur deux dure moins de 9 ans. Dans les trois quarts des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Quelles sont les causes de ces divorces? Il y a en tête l'infidélité, elle est à l'origine des 33% des cas de divorce, des demandes de divorce. Ensuite viennent l'égoïsme du conjoint, son manque d'affection, de soutien, le mauvais caractère, la jalousie abusive, les désaccords concernant l'avenir, l'incompatibilité, l'argent et le travail, les relations avec les beaux-parents. Bref, vous connaissez toutes ces histoires et ces problèmes. Sur la question de savoir si le confinement a entraîné davantage de divorces et de séparations, selon une enquête nationale menée en France au mois de mai dernier, donc en 2020, les avocats et les notaires affirment que le confinement a été un accélérateur d'une décision antérieure et que de toutes les façons, ces couples se seraient séparés. Catherine, selon toi, quel est le problème du couple dans nos sociétés modernes? Alors, ce qui est indéniable pour moi, José, c'est que le couple, au départ, c'est une vraie aventure. Alors, dans cette aventure, le couple va-t-il être un duo ou un duel? C'est ça la question, la véritable question. Alors, effectivement, pour parler du confinement, je pense que le confinement a mis à l'épreuve le couple. Nos habitudes ont été complètement chamboulées, ça il faut le reconnaître. Télétravail, promiscuité, tout s'est mélangé.
le familial, le professionnel, le personnel, le couple. Cela a favorisé l'émergence donc de tensions, d'un climat plus ou moins tendu, avec montée du stress, fréquence accrue des disputes notamment. Ainsi, si pour certains, ça a été l'occasion de se retrouver, de se redécouvrir, d'approfondir des liens et même de s'exercer à cette fameuse communication non violente, pour d'autres, ça a été beaucoup plus difficile et la relation n'y a parfois pas résisté. Donc, dans la plupart de ces cas, je pense qu'effectivement, le confinement a servi de catalyseur pour révéler, hélas, et accentuer des malaises qui étaient déjà existants, mais que nos vies modernes à 200 à l'heure nous permettaient jusque-là de nier, de fuir ou de gérer, comme on dit. Merci à toi, Catherine. Adeline, que penses-tu alors de la problématique du couple dans nos sociétés modernes? Que se passe-t-il? Quel est ton avis? Mes amis, force est de constater que nous vivons dans un monde qui envoie énormément de signaux de violence et que la période exceptionnelle que nous vivons simultanément et ce de par le monde sert de révélateur, révélateur de santé, de tout un chacun et donc du couple par la force des choses. Le couple, comme chacun des conjoints, s'est retrouvé donc face à lui-même et pour le pire ici, les sujets de désaccord qui ont été accentués par les faits d'enfermement. Et n'oublions pas que le couple, c'est avant tout une vision, une dualité et qu'elle s'organise autour d'un projet à long terme. Le constat est qu'effectivement, il y a un recul significatif de l'engagement, qui révèle les failles du couple moderne et des changements de comportement amoureux, notamment liés aux familles recomposées, aux familles monoparentales, etc. Et l'origine du recul de l'engagement est due au rapport dépendant-dominant qui déséquilibre l'énergie du couple peu à peu et à long terme l'éteint, malheureusement. Alors, on peut prendre l'exemple de deux personnes vivant sous le même toit. Oui. Cela implique un partage des rôles, du ménage notamment, des obligations administratives, de l'éducation, des enfants, etc. Et si aucun des deux conjoints n'apprécie un rôle, ce rôle va-t-il être partagé ou laissé à celui qui cède? Et si les deux conjoints adorent un même rôle, va-t-il être partagé ou entièrement confisqué par l'un? Donc oui, je crois que cette émission est donc très certainement un moment propice pour faire une mise au point, afin de mieux comprendre cet autre et opérer des changements, des réglages au regard du bilan engendré par cet incroyable accouchement, crise mondiale, on peut dire. Voilà. Eh oui, le tableau est en train d'être bien posé. Que se passe-t-il en cas de non-prise de conscience ou de laisser aller, de non-réaction? Peut-on laisser son couple comme ça aller à tout vent? Catherine. Eh bien, moi, José, je dirais que la véritable prise de conscience, elle se fait sur le fait que le couple se construit et s'élève à deux. Donc, c'est une aventure individuelle et collective, mais dans laquelle les deux conjoints doivent avoir une volonté commune, authentique, sincère, de créer quelque chose sur du long terme. Le nous, ça va être une entité à part entière, comme le jeu. Donc, dans cette histoire, chacun doit jouer sa partition pour que la mélodie soit harmonieuse. En résumé, je pense que pour que la relation s'inscrive dans la durée, il faut le vouloir, y croire et agir ensemble. Ensemble. Ne pas en avoir conscience ou l'envie, effectivement, c'est aller au-devant de dysfonctionnements graves, à répétition, à des crises de plus en plus fortes et qui peuvent effectivement emmener à la séparation. Prenons l'exemple d'un couple dans lequel toutes les initiatives de sortie, de week-end, d'activités pour se retrouver en tête à tête, puisqu'on dit que c'est ce qui permet aussi de nourrir et d'alimenter le couple, même après des années, même après avoir eu des enfants, de toujours trouver un espace pour les deux. Donc, prenons cet exemple du couple où tous ces espaces à partager
sont exclusivement l'initiative de madame. Monsieur se contentant au mieux de suivre en râlant, ou de tout critiquer, et au pire d'être vraiment désolé de ne pas pouvoir être là parce qu'il a un emploi du temps, le pauvre chéri, tellement surchargé. Donc, dans ce cas précis, la partition du duo, vous voyez bien qu'elle n'est jouée que par un seul musicien et par conséquent, la musique ne peut pas être harmonieuse. Eh bien, en parlant d'harmonie, de musique, on va aller vers l'énergéticienne. Oui, c'est vrai. On constate donc que les relations humaines dans le couple n'apportent pas toujours le bonheur escompté, le bonheur idéal auquel nous aspirons toutes et tous. Et ce que l'on n'exprime pas s'imprime dans notre ADN. Aussi, j'insiste sur la notion de non-dit ou de situation non réglée, parce que l'énergie de ce conflit va se propager en dehors des frontières du couple, notamment via la famille, le travail, etc. Prenons l'exemple notamment d'un couple qui se dispute souvent sur des sujets de discorde. L'énergie de ces disputes à répétition va déclencher un processus émotionnel puissant chez l'enfant, par exemple, qui est aux alentours, par le biais du sentiment de colère ou de frustration. Et l'enfant, dans un souci de protéger le parent qu'il ressent comme étant le plus fragile, va avoir tendance, en cas de terreur nocturne, entre parenthèses, ressentir le besoin donc de se coucher entre ses deux parents et faire l'autruche, donc, et l'assurance de voir réapparaître à plus ou moins long terme l'énergie du spectre d'un non-dit ou d'une situation non réglée. Ne pas en prendre conscience sera sans appel. C'est le top de la boucle qui peut devenir infernale et voire dramatique. Je rebondis sur ta dernière phrase, la boucle peut devenir infernale, voire dramatique. Là, les amis, nous sommes vraiment dans l'œil du cyclone, n'est-ce pas? Je vais intervenir en essayant de ne pas essuyer les foudres des Vénus du café d'éveil. Nous ne formons pas les couples pour divorcer. Okay? Nous ne nous marions pas pour divorcer. À l'origine, à la genèse, nous ne nous mettons pas à deux dans le but de divorcer. Et dans ce qui va suivre, et c'est pour cela que mes invités sont là, nous allons vous livrer les clés nécessaires à affronter les situations de tourmente pour ne pas que vous soyez justement dans ce cercle infernal, dramatique, avec tous ces mots un peu difficiles. Alors, pourquoi d'abord cette prise de conscience est-elle si compliquée? Et quels sont les dessous de l'explosion du nombre de séparations à notre époque? On commence par Catherine. Alors oui, José, pourquoi cette prise de conscience est-elle si compliquée? En fait, les couples en situation de crise ont beaucoup de mal, de manière générale, à définir la situation qu'ils vivent. Dans la majorité des cas, et ça, je pense que si on est honnête, tout le monde l'a vécu au moins une fois, on a tendance à se plaindre l'un de l'autre. En fait, c'est ce qu'on fait. On se plaint l'un de l'autre, et si le couple va mal, c'est forcément de la faute de l'autre, qui doit absolument changer. Et c'est bien connu, non? C'est toujours la faute du chat. Donc, la première question que l'on doit se poser, en mon sens, c'est d'abord, nous, voulons-nous vraiment que notre couple vive? Que faisons-nous individuellement et ensemble pour rendre notre couple heureux, pour le stimuler, pour qu'il soit intéressant? Que faisons-nous pour que notre relation soit vivante, pour qu'elle soit épanouissante pour l'un, pour l'autre et pour les deux ensemble? Que projetons-nous de faire? C'est bien connu, un couple qui n'a plus de projet ensemble est un couple qui est pratiquement mort. Car en réalité, nous avons tous besoin de nous sentir aimés. Aimer et être aimé, c'est là l'une des clés très importantes du bien-être. Le bien-être, l'amour, aimer, être aimé. Adeline, qu'est-ce que tu en penses? Cette prise de conscience est difficile parce que lorsqu'il y a tension ou pression au sein d'un couple, les paroles ou les actes peuvent occasionner des dommages.
parfois irréversibles. Aussi, il convient de redéfinir certaines notions. Et pour instaurer ce nouveau schéma de bonheur dans le couple, il est nécessaire et énergétiquement vital de se dégager des croyances, des schémas parentaux, des transmissions familiales, des conditionnements, de certaines formes de conditionnement poétique, des habitudes de la société qui peuvent devenir mauvaises et des modes, etc. Et un schéma visionnaire du couple peut s'incarner avec les valeurs de l'amour de soi et pour l'autre notamment, tout en gardant la liberté d'être soi-même. Et l'intention correcte est vivre avec l'autre et non pour l'autre, car au fond, nous menons une vie seule de la naissance à la fin. De la naissance à la fin. Merci, merci Adeline. Nous allons maintenant entrer dans ce que j'attends le plus dans cette émission, c'est ces fameuses clés que vous avez promis au départ de l'émission face à la thématique du jour. Quels sont les outils que nous allons partager avec nos chers auditeurs? Là, je vous attends. Je vais commencer par passer la parole à Catherine. Quels sont les outils qui vont pouvoir aider les couples en crise ou ceux qui veulent fortifier, booster leur couple? Je t'écoute, Catherine. Et nous sommes tous accrochés à tes lèvres. Alors, chers amis, aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler des 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui est un auteur conférencier américain et qui parcourt le monde pour faire des conférences sur la thématique de l'amour et du couple. Donc, selon son approche, il dit que nous avons 5 façons de communiquer l'amour et chacun de nous en a une ou deux de prédilection, donc une ou deux préférées. Attention, par langage de l'amour, il faut comprendre comment je prouve mon amour à l'autre et comment j'attends donc que l'autre me prouve le sien. Vous comprenez dès lors que si au sein d'un couple, nous parlons un langage d'amour différent, comme c'est très souvent le cas, cela va provoquer des malentendus terribles, des dysfonctionnements et des frustrations énormes. La solution est donc d'identifier d'abord son propre langage d'amour, c'est-à-dire comment je prouve mon amour à mon conjoint et comment j'attends donc que mon conjoint me prouve le sien. Puis, je vais identifier celui de mon conjoint, car vous serez d'accord avec moi, pour prouver à l'autre qu'on l'aime, mieux vaut pratiquer son langage d'amour. D'accord. Donc, je vais vous parler rapidement de ces 5 langages d'amour. Alors, d'abord, il y a les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, ce sont tous les mots agréables à entendre. Ce sont tous les mots qui font du bien. Exemple, les mots tendres, les déclarations d'amour, les compliments, les mots d'appréciation, les mots de gratitude, les paroles d'encouragement. Voilà. Tous ces mots qui me donnent de la valeur. Ensuite, on a les moments de qualité. Alors, il y a des personnes pour lesquelles, pour montrer qu'on les aime, eh bien, il faut passer des instants de qualité avec elles. C'est-à-dire, on va faire des choses ensemble, on va dialoguer ensemble, alors des conversations de qualité, avec une écoute bienveillante. Et il s'agit de moments partagés où l'attention sera complète et entière, l'attention portée à l'autre sera entière et complète. C'est-à-dire qu'il ne s'agit nullement là d'être au restaurant ou d'être dans la même pièce. Il y en a un qui parle et l'autre qui pianote sur son téléphone. Il ne s'agit pas du tout de ce genre de moment de qualité. Le troisième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Il y a des personnes qui ne se sentent aimées que lorsqu'elles reçoivent un présent. Alors, il s'agit de cadeaux achetés ou conçus ou fabriqués. Ici, plus que la valeur du cadeau, c'est le fait que ce cadeau soit donné avec le cœur, sans l'attente d'une contrepartie qui est important. Alors attention, il ne s'agit pas de faire un cadeau qui me fait plaisir, qui correspond à ce que moi j'aime. Mais il s'agit de faire un cadeau qui va véritablement faire plaisir à mon conjoint.
Alors pour cela, je vais vous donner une astuce. Observez, écoutez régulièrement votre conjoint et prenez l'habitude de faire une petite liste. Par exemple, moi j'ai une liste sur mon téléphone. À chaque fois que mon conjoint s'extasie devant une vitrine ou bien au cours d'une conversation, même de conversations partagées avec des amis ou quand on regarde un film ou un magazine, dès qu'il regarde quelque chose et qu'il exprime un souhait ou qu'il aimerait bien avoir ceci, cela, hop, je note. J'ai un petit dossier sur mon téléphone et je note au fur et à mesure. Et dès que j'ai une occasion, eh bien voilà, je sais quel cadeau je vais offrir qui lui va lui faire plaisir. Et comme ça, je suis sûre de taper dans le mille. Autre chose, n'attendez pas non plus un moment particulier. Pour ce genre de personne qui a un langage de l'amour sur les cadeaux, n'attendez pas son anniversaire, n'attendez pas la Saint-Valentin, Noël, la fête des pères, la fête des mères pour lui offrir un cadeau. Offrez un cadeau et encore une fois, ce n'est pas la valeur qui va compter. C'est le fait que vous ayez pensé à lui ou à elle et surtout que vous ayez fait un cadeau, mais vraiment qui lui fasse vraiment plaisir. Catherine, oui. En parlant de carnet de notes, je vais demander à nos auditeurs de prendre leur carnet de notes parce que c'est très intéressant ce que tu exposes. Et je te laisse passer à la suite, puisqu'il y a 5 langages. Quels sont les 2 autres? Donc, le 4e langage de l'amour, c'est les services rendus. Qu'est-ce que ça veut dire, les services rendus? Ça veut dire que si moi, j'ai ce langage de l'amour, pour moi, il est important, si on veut me montrer les sentiments, de faire quelque chose pour m'aider de façon spontanée. Sans que ce ne soit ni demandé, ni suite à un reproche. Voilà, les services rendus. Et puis le 5e langage de l'amour, c'est le toucher physique. Alors, quand on a ce langage de l'amour-là, le toucher physique est important pour prouver l'amour. Mais alors, ça va d'une main sur l'épaule en passant, d'un bisou dans le cou, une caresse sur la joue, on remet une mèche de cheveux derrière l'oreille, un câlin, aux relations sexuelles. Voilà, donc la palette, elle est très très large, parce que très souvent, quand je parle de toucher physique, les gens ont tendance à se cantonner qu'aux relations sexuelles. Non, non, c'est tous ces petits gestes qui sont du toucher, de l'ordre du toucher. Alors moi, par exemple, je vais vous dire, mes 2 langages d'amour de prédilection, c'est le 2, donc les moments de qualité et les paroles valorisantes. Voilà, moi j'ai besoin que mon conjoint passe des moments de qualité avec moi, qu'on ait des dialogues de qualité où l'on s'écoute et avec une attention complète. Hein, donc les téléphones, l'iPad et tout le reste, c'est interdit. Et puis les paroles valorisantes. Voilà, pour moi, c'est très important. Alors, Adeline et José, je vais vous demander de vous plier au jeu. Adeline, selon les 5 langages de l'amour, est-ce que tu as pu identifier, toi, celui ou ceux qui te sont absolument primordiaux? Alors oui, parce que mon langage de l'amour se manifeste à travers le 1. Donc les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, oui, et le 5, le toucher physique. D'accord, merci. Et toi, José? Bon, je pense qu'ils sont tous intéressants. Donc, tu as parlé des paroles valorisantes, des moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Bon, j'opterais, puisqu'il faut choisir un ou deux, pour les services rendus, puisque je dis souvent, vaut celui qui sert, servi est un grand honneur. L'honneur est patrimoine de l'âme et l'âme est de Dieu. Donc, j'aime bien ça, prouver son amour par ce côté de rendre les services. Moi, personnellement, les paroles valorisantes aussi créent un climat de confiance. Et puis, évidemment, ce qui fait le pacte entre moi et mon épouse, c'est le toucher physique. C'est ce qui la différencie des autres. Mais pour que ce toucher physique ne soit pas une guerre des organes, comme je l'ai entendu dire quelqu'un à la télé l'autre fois, il faut tout un climat. Et ce que tu proposes comme recette, c'est vraiment... Voilà, moi, je trouve que c'est très enrichissant. Même pour moi qui t'écoute en ce moment dans cette émission. Merci vraiment sincèrement, Catherine. Alors justement, José, je rebondis parce que tu as raison. Lorsqu'on parle des 5 langages de l'amour et que je vous dis qu'on en a
un ou deux de préférés, de prédilection, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les autres. Donc, c'est histoire de hiérarchiser pour savoir quel est vraiment celui qui, chez nous, est prédominant. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un couple d'amis qui avait quelques soucis et une tension régulière en leur sein. Donc, je discute avec eux et puis je leur parle des langages d'amour. Alors, on se plie à l'exercice et finalement, lui va me dire, ben pour moi, mon langage de l'amour, il est sur les paroles valorisantes. Et elle va me dire, eh bien moi, mon langage de l'amour, il repose sur les services rendus. Donc, imaginez maintenant l'incompréhension et les dysfonctionnements dans ce couple. Et puisque il va y avoir vraiment une malcompréhension de la manière dont chacun va exprimer son amour à l'autre. Alors que pour monsieur, prouver son amour est basé sur les paroles valorisantes, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à son épouse combien il la trouve jolie, combien il la trouve élégante, combien il la trouve intelligente. Il va la remercier pour ce qu'elle fait pour les enfants, pour lui, etc. Bon. Et elle, dont le langage de l'amour est basé sur les services rendus, lui dit, oui, mais si tu m'aimais tant que ça, eh bien, tu partagerais davantage que ça les tâches ménagères, l'éducation des enfants, etc. Donc, les deux se sentent mal aimés ou pas aimés aux grandes dames de chacun des deux conjoints. Et là, vous voyez bien ce qui se passe ici. En fait, le problème, c'est que nous avons tendance à exprimer notre amour à l'autre de la façon dont nous aimerions le recevoir, et non pas dont lui ou elle souhaite le recevoir. Donc, faisons très attention au langage d'amour de notre conjoint qui n'est pas forcément le nôtre. Merci Catherine pour ton exposé sur les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est un livre paru aux éditions Le Duc. Et je précise aussi au passage qu'un langage, c'est la voie par laquelle nous émettons un message et que nous recevons le message. Adeline, quelle révélation, après ces 5 langages de l'amour, quelle révélation vas-tu faire aujourd'hui à nos spectateurs pour booster, sauver, fortifier leur relation amoureuse? Je t'écoute, nous t'écoutons, Adeline. En consultation, il ressort de manière générale que les hommes ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire et que les femmes, elles, souhaitent être écoutées. Et j'aime à dire que tout s'apprend et donc tend à l'amélioration si tant est que l'on y mette l'énergie souhaitée. Aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler sur l'identification des entités et saisons du couple. En effet, donc, on distingue 3 entités. La première entité, c'est l'entité de ce que je suis, ma vision, mes forces et mes faiblesses. La seconde entité du couple, elle, représente ce que tu es avec ta vision, tes forces, tes faiblesses également. Et nous allons donc pouvoir identifier la 3e entité qui naît donc des précédentes, c'est ce que nous sommes avec notre vision, nos forces et nos faiblesses. Mon intervention consiste en la prise de conscience de l'existence de ces 3 entités et au respect de leur espace et de leur équilibre. Et concernant les saisons, on peut d'ailleurs faire le parallèle avec l'été, le printemps, l'automne et l'hiver, qui vont nous permettre de mieux imager ce à quoi je travaille. Alors, la première saison, c'est la saison de l'état amoureux. C'est également appelé le stade fusionnel, muy caliente. Quand l'autre n'est pas là, on est en manque, on peut plus apprécier ce qui est en nous, ni ce qui nous entoure. Si certains comportements de l'autre nous dérangent, à ce moment-là, on ne veut pas les voir. On les trouve sans importance ou on ne les remarque même pas. Et ça nous amène à parler de la seconde saison, qui est celle donc de l'attachement, également appelée stade institutionnel.
C'est le stade qui s'installe lorsque chacun ressent le besoin de reprendre contact avec des champs d'action qui lui sont propres. L'acceptation de domaines partagés et non partagés, le bon équilibre entre les deux sont nécessaires à la bonne entente conjugale. Et la 3e saison, elle, déjà annonce le climat à identifier ici de manière précise. C'est celle des convenances. Elle amorce une énergie de détachement. Il y a un ressenti d'ennui, de routine, la connexion se désagrège et l'entité du couple, à ce moment-là, n'est plus alimentée par l'énergie du nous. Et à ce moment-là, si on ne prête pas attention plus qu'il n'en faut, on entame alors malheureusement la 4e saison qui est celle de la rupture. Alors ça peut être la rupture physique ou la rupture de communication, mais en tout cas c'est une zone froide qui peut être sans état d'âme, dans laquelle la connexion est rompue. C'est une zone de conflit où très souvent la communication est difficile, voire quasi inexistante. Et pour illustrer tout ceci, je vais vous prendre par exemple l'exemple d'un couple que j'ai reçu récemment, dont le mari est cadre supérieur et fier de sa réussite professionnelle. Par contre, il manque de confiance en lui. Son épouse, elle, commerciale, très attachée aux valeurs familiales et d'un naturel assez optimiste. Alors, leur relation a commencé par un coup de foudre. Et à ce moment-là, le couple est en saison 1. C'est torride, c'est l'été. Un an après la saison 2, suit son cours, et brutalement, l'époux perd son travail, se renferme sur lui-même et crée ainsi une fissure énergétique au sein du couple. Le couple ne communique pas. Son épouse, qui a pris conscience donc du danger de la situation et qui est confrontée au refus d'aide qu'elle souhaite apporter à son époux, a 2 solutions. Sentant son couple en danger, elle se déconnecte de l'énergie de son conjoint en l'accablant avec des phrases du genre « tu es nul »,« tu n'écoutes pas ce que je dis »,« tu sers à rien »,« la preuve, tu vois ce qui t'arrive ». Et ça va tirer le couple en saison 4, très nettement. 3 ou 4. Et ou alors, elle le soutient en lui réaffirmant sa confiance, son amour et sa foi en lui, qui replace le couple donc à un niveau intermédiaire entre la saison 1 et 2. Et il est donc très intéressant de voir la transmutation, les conflits, la manière dont les conflits se règlent en réussissant à identifier clairement la saison personnelle dans laquelle on se trouve, la saison personnelle, de son conjoint, la saison personnelle de son conjoint et la saison du couple. Merci Adeline pour ton intervention. Très intéressante parce que c'est vraiment, tu décris un cycle. La question qui me brûle les lèvres, c'est une fois que vous avez exposé ces outils-là, quels sont les bénéfices de ces outils, de ce que vous exposez, et est-ce que les gens peuvent y arriver tout seuls, eux-mêmes, sans l'aide d'un thérapeute, par exemple? Je vais donner la parole à Catherine pour ça. Alors, quels sont les bénéfices d'apprendre à identifier son langage de l'amour et celui de son conjoint? En fait, quand on veut communiquer avec quelqu'un de façon efficace, qu'est-ce qu'on fait? On le fait dans la même langue. Si je veux communiquer effectivement avec un Chinois, il vaut mieux que j'apprenne le chinois ou que lui, il apprenne le français. Enfin, je pense que ça va faciliter beaucoup de choses. Oui. Et bien, en amour, c'est exactement la même chose. Lorsque je connais le langage de l'amour de l'autre, je vais donc pouvoir communiquer mes sentiments de façon efficace, de façon à ce qu'ils soient entendus. Dans un couple, si les deux sont conscients du langage de l'amour de l'autre, pas mal de conflits et de malentendus vont pouvoir être évités. Par ailleurs, nous allons réciproquement remplir nos réservoirs émotionnels. Et cela va nous permettre de traverser
les aléas de la vie, les moments difficiles, avec plus de souplesse, de sérénité et donc de clairvoyance, parce que nous aurons nos réservoirs émotionnels bien remplis. A contrario, les dysfonctionnements, les incompréhensions, les frustrations à répétition, eh bien là, contribuent à vider nos réservoirs émotionnels et donc à ternir la relation. Donc, travaillez à découvrir quel est votre langage d'amour, travaillez à découvrir quel est le langage d'amour de votre conjoint, n'est bien sûr qu'un outil parmi d'autres. Moi, je le trouve facile et presque ludique à mettre en place, avec de la volonté et de la communication. Je pense que les couples peuvent le mettre en place sans forcément avoir besoin d'un thérapeute. Mais le fait d'être accompagné par un professionnel, lorsque le couple est déjà dans une phase 3, voire 4, là je vais parler des saisons qu'Adeline a abordées, Oui. à ce moment-là, lorsque le couple se trouve déjà en saison 3 et 4, mieux vaut être accompagné puisque de toutes les façons, il y aura un problème de communication. Il va jouer Voilà. un rôle de médiateur, d'intermédiaire, peut-être de Tout à fait. fusible. Donc à ce moment-là, encore une fois, il vaut mieux être accompagné par un professionnel parce que voilà, on peut aller voir un ami ou un témoin, le témoin de mariage comme disait Adeline, mais bien souvent ces gens-là, même avec toute la bonne volonté, la bienveillance qu'ils ont, n'ont pas les outils, un, pour accompagner, et de deux, vont être trop impactés émotionnellement pour pouvoir être vraiment efficaces. Donc oui, si on est dans une période de crise, mieux vaut se faire accompagner par un professionnel. Si vous travaillez seul, donc vous êtes en saison 2, une ou deux, hein, je vais vous donner une piste. Quand une personne, pour connaître le langage d'amour de votre conjoint, quand une personne se sent mal ou pas assez aimée, en général, elle va se plaindre. Écoutez bien ce qui est dit et regardez à quel langage d'amour ça correspond. Par exemple, quelqu'un qui va dire « tu n'es jamais là, tu es tout le temps, tu travailles trop », ça c'est quelqu'un dont le langage d'amour correspond au moment de qualité. La personne, elle a besoin de ça pour se sentir aimée. Quelqu'un qui va dire je fais tout ou je fais tout tout seul ou toute seule dans cette maison, c'est quelqu'un qui parle un langage d'amour de service rendu. Il a besoin qu'on partage les tâches, qu'on lui montre, qu'on s'implique dans le partage des tâches. Quelqu'un qui va vous dire après 10 ans de vie commune, je fais partie des meubles, maintenant tu ne me vois plus, c'est quelqu'un qui a besoin, c'est quelqu'un qui est dans un langage d'amour, des paroles valorisantes. Il faut lui parler, il faut lui montrer, il faut lui dire des mots tendres, des mots d'amour, d'encouragement, de gratitude, etc. Donc, écoutez votre conjoint et c'est souvent dans les plaintes que voilà. Donc, prenez les plaintes comme des cadeaux, hein. Voilà. Merci, Catherine. Il y a quelqu'un qui disait que on nous a créé avec 2 oreilles pour qu'on écoute plus et une bouche qu'on parle moins. Et encore une fois, on voit l'intérêt d'écouter. Adeline, tu sais qu'il y a des cultures dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller voir des professionnels. Bon, et puis, on n'apprend pas souvent ces outils-là. Donc, une fois que tu nous les as présentés, notamment les 4 saisons et tout ça, quels sont les bénéfices de ces outils que tu as exposés et faut-il être aidé par un professionnel? Les bénéfices sont cruciaux, ils sont très importants parce que se connaître et connaître son couple, c'est un apprentissage permanent. Il est nécessaire d'être conscient de nos 3 entités, hein, de nos états d'amoureux qui évoluent et de nos saisons également. Alors, quel temps fait-il dans mon couple? À quelle étape suis-je? À quelle étape sommes-nous? Le fait de travailler, de se poser des questions sur ces entités et ces saisons va permettre au couple d'améliorer la qualité de la relation, de sa relation, et par la même occasion, la relation à soi-même et à l'autre. Nous sommes bien dans le respect et l'équilibre
des 3 entités. CQFD, hein, ça c'est ma dédicace aux scientifiques, voilà. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà, et donc, en ce sens qu'à ce moment-là, dans les saisons 3 et 4 d'attachement, s'élabore ce que l'on appelle le contentieux conjugal, qui s'alimente, malheureusement, mais des frustrations et des déceptions du couple. Alors, cette gestion de la mésentente conjugale, dans un premier temps, peut bénéficier de l'aide d'un proche. Hein. Alors oui, la famille, un ami, quelqu'un de bien intentionné, de bienveillant. Alors, c'est vrai, les témoins de mariage, même si on l'oublie avec le temps, le témoin de mariage, sa fonction est d'être là en cas de problème. Souvent, la complexité de certaines situations nécessite l'aide bienveillante et avisée d'une personne vraiment extérieure, c'est-à-dire un thérapeute ou un spécialiste. Oui. En revanche, en saison 2, le couple peut en toute responsabilité et en toute autonomie être attentif et veiller à l'équilibre de chacune des entités. Très bien. Donc, fort heureusement d'ailleurs. Donc en fait, quand tout va bien, il faut être vigilant, et puis quand tout va mal, n'hésitez pas à aller vers des professionnels. Et comme disait Adeline, les témoins de mariage, c'est bien, mais par moments, hein, on le voit, quand il y a des crises, ils peuvent être aussi partisans. J'ajouterais quand même, pour les couples qui nous écoutent, les couples qui démarrent, qui vont bien, qu'il ne faut pas oublier que dans la notion de couple, à un moment donné, au moment où on s'est mis ensemble, nous étions le meilleur pour l'autre, n'est-ce pas? On est tous d'accord là-dessus, sinon on aurait... On est d'accord. Voilà, on a fait un choix à un instant donné, à un temps T. Et souvent, avec le temps, ce qui se passe, c'est qu'on va se focaliser sur le pire, donc les difficultés, et on ne verra plus le meilleur. On va en quelque sorte se perdre, et c'est pour cela que je vais introduire humblement la notion de genèse, c'est-à-dire comment tout ça a démarré au départ. Et lorsqu'on est perdu, mieux vaut se faire accompagner. Il ne faut pas avoir d'orgueil. Et Catherine l'a dit, hein, que c'est aussi une volonté de vouloir continuer à construire, à être ensemble aussi, qui doit nous motiver. Donc, justement, je passe la parole à Catherine. Hein. As-tu quelque chose à rajouter? Oui, José, moi je voudrais dire, voilà, je voudrais encore une fois renvoyer au triptyque qui fait notre émission Café d'éveil, prendre conscience, agir et devenir. La seule clé, en mon sens, des couples qui durent et qui sont épanouis, parce que bien évidemment, on peut aussi décider de rester des années ensemble en étant malheureux. Je pense qu'on en a tous, on a tous des exemples vécus ou des exemples autour de nous. Donc, moi, je parle des couples qui durent et qui sont épanouis. Je pense que la seule clé, c'est de le vouloir vraiment et sincèrement ensemble. S'il y en a qu'un qui le veut, c'est voué à l'échec, c'est pas possible. Donc, j'insiste sur le mot ensemble. Construire ensemble quelque chose de bien. On a la volonté, on veut vraiment, on veut sincèrement construire ensemble quelque chose de bien, quelque chose qui fasse du bien, qui nous fasse du bien. C'est également d'y croire, donc individuellement et ensemble. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui, dans 2 mois, vont fêter leurs 50 ans de mariage, d'amour et de réelle complicité. Exceptionnel. Et pourtant, a priori, ce n'était pas gagné pour eux, avec la différence culturelle. Ce que j'ai appris d'eux, c'est qu'il faut être vigilant au quotidien, à faire vivre et grandir la relation, à la nourrir ensemble, à être dans le mouvement. Et rappelons-nous, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Adeline? Alors, le coup de foudre, l'état de manque ou le sentiment fusionnel sont des expressions d'un état transitoire qui permet d'amorcer l'attachement. C'est le temps d'attachement, s'il s'inscrit dans la durée, qui va permettre de découvrir la différence de l'autre et d'aimer l'autre malgré sa différence, ou mieux, encore pour sa différence. Nous sommes dans une ère de profond changement
Et l'envie donc de revenir à des schémas stables est là. Chaque jour, travailler à cette vision du couple qui dure dans le temps, dans chaque petit moment du présent, est la clé de la réussite. Et la prise de conscience est un déclencheur qui permet d'effectuer un état des lieux et de soulager ou effacer des tensions que rencontrent les couples en mal d'existence et donc en mal de repère. Hein. Merci, merci Adeline. Votre discours, je pense qu'il redonne ses lettres de noblesse à cette notion de couple. Et par-delà le couple, hein, je me rappelle de la première émission où Catherine parlait des domaines de la vie, hein, sur le bonheur. Eh bien, la famille, c'est le lieu dans lequel on apprend le bonheur. Et ça commence par un couple stable. Malheureusement, dans nos sociétés actuelles, on a perdu un peu ces idées. Donc, je te demande à toi, Catherine, quel est le mot de la fin que les couples peuvent retenir de cette émission? Alors, moi, je voudrais juste partager avec vous une parole du psychiatre psychanalyste Robert Neuberger que j'écoutais la dernière fois et qui disait lors d'une de ses interviews qu'un couple qui va bien, ce n'est pas un couple qui n'a pas de problème, c'est un couple qui sait les résoudre. Et pour ma part, j'en fais une règle de conduite. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans Café d'éveil. En attendant, prenez bien soin de vous et soyez acteurs de votre vie. Merci Catherine. Adeline, quelle énergie vas-tu livrer au moment où nous allons clôturer cette émission? Une énergie d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup et qui a écrit ceci. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder dans la même direction. C'est issu de Terre des Hommes et pour moi, ça incarne parfaitement l'envie profonde de construire du solide, du concret de manière sereine et confiante. Alors, n'oubliez pas de vous faire du bien, de smiler à votre âme et je vous souhaite le meilleur, bien sûr. À très bientôt. À très bientôt. Eh bien, nous en sommes là. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. La thématique du couple, comme vous vous en doutez, est très vaste. Il y aurait certainement encore et encore beaucoup d'aspects à aborder. Nous avons essayé d'y apporter notre humble contribution. Merci en tout cas pour vos commentaires parce que, au fond, nous sommes partisans de l'intelligence collective. Vos commentaires bienveillants, édifiants, vos retours constructifs sur notre émission actuelle, mais aussi sur l'émission sur le bonheur. Vos idées aussi pour améliorer la qualité de notre projet, qui est avant tout un projet bienveillant pour aider les autres, restent les bienvenus. À très bientôt à notre prochain café d'éveil. On clique, on s'abonne pour être informé et on se retrouve la prochaine fois sur la gestion du stress au quotidien.